J'ai cru connaître les limites de la douleur. Puis Lise est revenue de chez son père, brisée. Mon amie la plus chère, Sophie, celle qui m'avait soutenu, était mêlée à tout cela. C'est elle qui lui a donné ce poison. Une double trahison. Une trahison pour de l'argent, pour ce nouveau monde où les consciences s'achètent. Mon cœur, lui, n'avait pas de prix. Avant d'écouter la suite, abonnez-vous et écrivez en commentaire le nom de votre ville. Ces petits liens rendent chaque histoire un peu plus humaine. Je m'appelle Olivia Dubois. J'ai dépassé la soixantaine. J'avais toujours cru qu'une fois mes enfants adultes, ma vie serait accomplie, sans plus rien à regretter. Mais un jour, j'ai réalisé que certaines choses, même quand on les donne avec tout son cœur, ne sont pas toujours rendues en retour. Mon métier, autrefois, était photographe. Mon œil savait capturer l'invisible, les nuances d'une lumière, la vérité derrière un regard. Aujourd'hui, je me demande si cet œil, si aiguisé pour le monde, n'a pas été aveugle à ce qui se tramait dans mon propre foyer. C'était un dimanche soir, un dimanche qui s'est transformé en cauchemar. La salle des urgences de l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye était bondée, un balai incessant de douleur et d'attente. Mais l'état de ma petite Lise, ma Lise de 6 ans, a coupé court à toute file d'attente. Son visage était pâle, ses yeux bleus, d'habitude si vifs, étaient embués de larmes et de fièvre. Elle serrait son petit ventre, ses gémissements déchirant mon âme. « Maman » a-t-elle chuchoté, la voix brisée, « j'ai très mal, maman. » Je tenais sa petite main glacée, le cœur battant à tout rompre. L'infirmière, une femme au visage sérieux mais au geste doux, nous a immédiatement dirigés vers la salle d'examen numéro 1. Le docteur Catherine Lacroix est entrée peu après. Elle avait ce sourire chaleureux, celui des médecins qui savent masquer leur inquiétude derrière un professionnalisme rassurant. C'est elle qui m'avait suivi pendant ma grossesse, c'est elle qui avait mis Lise au monde. Ses mains étaient douces et expertes alors qu'elle examinait ma fille, posant des questions simples d'une voix apaisante. Mais quand elle a palpé le bas du ventre de Lise, ma fille a eu une grimace de douleur aiguë. « Ma chérie, peux-tu me dire où tu as le plus mal ?» a demandé le docteur. « Ici » a-t-elle murmuré, pointant son petit doigt. « Ça fait vraiment, vraiment mal. » L'expression du docteur Lacroix a subtilement changé. Son regard a croisé le mien un instant, un éclair de grave préoccupation est passé entre nous, trop rapide pour être pleinement saisi, mais assez long pour m'alerter. « Depuis combien de temps a-t-elle mal ?» a-t-elle demandé, sa voix maintenant un peu plus tendue. « Depuis hier soir » j'ai expliqué, la mienne tremblante. Elle vient de rentrer d'un week-end chez son père. J'ai cru qu'elle était juste fatiguée, mais ce matin, la douleur s'est aggravée et la fièvre est montée. Le docteur Lacroix a hoché la tête, prenant des notes sur le dossier de Lise. « Je vais demander des examens complémentaires tout de suite » a-t-elle dit, sa voix mesurée, mais je sentais l'urgence derrière chaque mot. Un bilan sanguin complet, surtout. Et des analyses urinaires. Le niveau d'inquiétude, cette froideur que je n'arrivais pas à chasser, s'est intensifié. Un frisson m'a parcouru, un de ceux qui vous alertent que quelque chose de profondément inhabituel est en jeu. Thierry, l'infirmier aux yeux doux, est entré pour nous aider à préparer les prélèvements. Et, Lise, a-t-il dit avec un sourire bienveillant. J'ai entendu dire que tu ne te sentais pas très bien. Et si je te racontais une histoire pendant que nous faisons le nécessaire pour que tu ailles mieux? Ma Lise, trop faible, a juste hoché la tête. Mais ce geste simple du docteur Lacroix, cette demande d'examen que je sentais hors du commun, a gravé en moi l'idée que ce soir-là n'était que le début de quelque chose de bien plus grand que le simple mal de ventre d'une enfant. Alors que Thierry tentait de distraire Lise. Le docteur Lacroix m'a fait signe de sortir un instant. L'air du couloir était lourd, les lumières de l'hôpital trop vives pour l'âme. « Madame Dubois » a-t-elle demandé, sa voix maintenant plus directe, « quand avez-vous dit que Lise était revenue de chez son père ?» Hier après-midi, j'ai répondu. Elle était silencieuse, pas comme d'habitude. J'ai cru qu'elle était juste fatiguée du voyage. C'était leur premier week-end ensemble depuis que le divorce était définitif. Le juge lui a accordé des droits de visite, malgré mes préoccupations.
Mes mots s'étranglaient dans ma gorge, un sentiment d'impuissance m'étreignant. La docteure Lacroix a hoché la tête pensivement. Et Élise a-t-elle mentionné quelque chose d'inhabituel à propos du week-end? À peine. Elle n'en a presque pas parlé du tout, ce qui n'est pas son genre. Quand je lui ai demandé si elle s'était amusée à camper avec son père, elle a juste dit qu'il n'était pas allé camper finalement. Mes mains tremblaient. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille? C'est à ce moment-là que mes pensées ont glissé vers ce vendredi après-midi, 48 heures plus tôt. Une journée ensoleillée d'automne, le soleil jetant de longues ombres sur la pelouse de notre paisible quartier des Érables. Je me tenais dans mon allée, regardant mon ex-mari, Nathan, charger la petite valise violette de Lise dans sa voiture. L'image est encore si nette, comme une photographie que j'aurais prise moi-même, pleine de détails qui, à l'époque, semblaient insignifiants. N'oublie pas, j'ai dit, lui tendant une pochette zippée pleine de médicaments, elle a besoin de ces médicaments contre les allergies avant de dormir. Et elle a fait des cauchemars ces derniers temps, alors Monsieur Moustache doit rester avec elle. J'ai brandi la peluche adorée, un chat en tissu usé que Lise ne quittait jamais pour dormir. Nathan a pris le jouet avec un sourire impatient. J'assure, Olivia. Ce n'est pas comme si je ne m'étais jamais occupé d'elle auparavant. Mais c'était différent, avais-je pensé. C'était avant que tout ne s'effondre. Avant les disputes, les papiers du divorce. Avant que Nathan ne déménage chez des amis, ne commence à manquer les événements scolaires de Lise. Son compte bancaire, que j'avais aperçu par hasard, n'affichait plus les mêmes soldes qu'avant, une légère nervosité m'avait saisi. Nous allons camper au lac des Pins, a continué Nathan, vérifiant sa montre. Ça lui fera du bien de prendre l'air, d'apprendre quelques techniques de survie. Lise, excitée, sautait sur le perron, ses couettes blondes rebondissant. Papa dit qu'on va attraper des poissons et les faire cuire sur un vrai feu. Je me suis agenouillé devant ma fille, lui arrangeant sa petite veste. Amuse-toi bien, ma chérie. Appelle-moi ce soir avant de dormir, d'accord? D'accord, maman. Lise s'est jetée dans mes bras, me serrant fort. Ne sois pas triste. Je te rapporterai une pierre spéciale du lac. Alors qu'il s'éloignait, Lise m'a fait des adieux frénétiques depuis la banquette arrière. J'ai agité la main jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue, puis je me suis serré contre moi, saisi d'un frisson soudain qui n'avait rien à voir avec la brise automnale. Ce soir-là, mon téléphone est resté silencieux. À 20h30, bien après l'heure habituelle de l'appel de Lise avant de dormir, j'ai essayé le numéro de Nathan. Il est tombé directement sur sa messagerie. J'ai laissé un message, essayant de garder ma voix décontractée. À 22h, après 3 autres tentatives, l'inquiétude s'était installée en moi comme une pierre au fond de l'estomac. Le lendemain matin, un bref message de Nathan est arrivé, mauvaise réception au camping. Lise s'amuse bien. Ne t'inquiète pas. Éléonore Durand, ma voisine de 72 ans, m'a trouvé assise sur le porche plus tard cet après-midi-là, téléphone à la main. Tu attends des nouvelles, a demandé Éléonore, s'installant à côté de moi avec un gémissement qui trahissait ses vieilles articulations. Ils sont allés camper, j'ai dit. Nathan avait promis qu'elle appellerait. Je lui ai montré le message. Le visage ridé d'Éléonore s'est plissé pensivement. Tu sais, en 60 ans de mariage avec mon cher Henri, j'ai appris une chose importante. L'intuition d'une mère, ma chère, n'est jamais à ignorer. Je réagis probablement de manière excessive, j'ai dit, bien que le nœud dans mon estomac se resserre. Peut-être, a concédé Éléonore. Mais j'ai élevé 5 enfants et il y a eu des moments où je savais juste que quelque chose n'allait pas. Comme quand mon petit Thomas avait 10 ans et insistait pour qu'il aille à l'école, mais je l'ai gardé à la maison quand même. Le médecin a diagnostiqué une pneumonie ce même après-midi. Ce soir-là, j'ai finalement reçu un appel. La voix de Lise était petite et fatiguée. Salut maman. Ma petite puce, tu t'amuses bien au camping? Tu as attrapé des poissons? Une pause. Je vais bien. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Rien.
Papa dit que je dois y aller maintenant. Attends, Lise. Mais Nathan était déjà au bout du fil. Elle est juste fatiguée de toute cette excitation. On se voit demain après-midi. Le dimanche est enfin arrivé. J'attendais avec anxiété sur le porche, mon cœur battant à la moindre vibration. La voiture de Nathan s'est garée à 16h30, une demi-heure de retard. Lise n'a pas bondi de la voiture comme à son habitude. Au lieu de cela, elle a marché lentement vers la maison, son exubérance habituelle absente. Son pas était lourd, ses petites épaules courbées. Mon intuition criait à l'alarme, un tambour assourdissant dans ma tête. « Tu t'es amusé ?» j'ai demandé, serrant ma fille dans mes bras. Lise a tressailli légèrement au contact, comme si mon étreinte la brûlait. « Je suis très fatiguée, maman. » Son souffle était court, sa voix faible. Nathan m'a tendu la valise de Lise sans même venir jusqu'à la porte. Son regard fuyait le mien. Mais elle est juste épuisée. Les enfants, n'est-ce pas? Il joue dur, puis il s'effondre. Son ton était désinvolte, presque dédaigneux, comme si mes inquiétudes étaient une fantaisie féminine. Il s'est détourné avant que je puisse poser d'autres questions, laissant derrière lui un silence pesant. La soirée s'est déroulée dans une atmosphère étrange. Lise a à peine touché à son assiette de crêpes, ses préférées, et s'est endormie presque immédiatement après. Plus tard dans la soirée, en défaisant sa valise, j'ai fait une découverte glaçante. Les vêtements de Lise étaient toujours pliés, intacts. Pas de bout du lac sur ses petites baskets, pas d'aiguille de pain collée à sa veste, pas la moindre preuve d'un voyage en camping. Le cœur s'est glacé dans ma poitrine. Un mensonge. Nathan m'avait menti. Et plus grave encore, il avait menti à Lise. La nuit est tombée, lourde, oppressante. À minuit, Lise s'est réveillée en pleurant, se tordant de douleur et serrant son ventre. Je me suis précipité à son chevet. Ma main sur son petit front a confirmé mes pires craintes, ma fille brûlait de fièvre. Son corps était comme une petite fournaise. La peur, une peur primale, m'a saisi aux tripes. Ce n'était pas une simple grippe. Ce n'était pas la fatigue d'un week-end à la campagne. Mon esprit s'est mis à hurler la question que j'avais refoulée, qu'est-il arrivé pendant ces 2 jours? Cette question résonnait, implacable. Je n'ai pas hésité un instant. J'ai enveloppé Lise dans une couverture, l'ai serrée contre moi et, le cœur battant à tout rompre, j'ai couru hors de la maison. Les rues sombres du quartier des Érables défilaient. Je l'ai mise dans la voiture, ma petite Lise gémissant de douleur sur la banquette arrière, et j'ai foncé vers les urgences de l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye, ne me doutant pas un instant de la découverte choquante qui nous attendait toutes les deux. À cet instant précis, le monde s'est mis à trembler sous mes pieds, et je savais, au plus profond de moi, que plus rien ne serait jamais comme avant. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que notre vie allait basculer pour toujours. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà ressenti cette intuition maternelle qui vous avertit d'un danger imminent? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait éclairer quelqu'un d'autre. Les voix du cœur vous remercient de votre fidélité. Le matin d'après notre arrivée aux urgences, Lise gisait dans son lit d'hôpital, connectée à des moniteurs qui émettaient un bip régulier, tel un métronome implacable. Je n'avais pas quitté son chevet de la nuit, dormant tant bien que mal sur une chaise de visiteur, me réveillant au moindre son, au moindre mouvement de ma fille. Le soleil matinal filtrait à travers les stores, jetant des rayures sur le sol carrelé, une lumière froide qui ne parvenait pas à réchauffer l'angoisse qui m'étreignait. Le docteur Lacroix est entré, une tablette à la main, son expression soigneusement neutre, mais je pouvais sentir l'aura de gravité qui l'entourait. « Comment va-t-elle ce matin ?» a-t-elle demandé doucement, ne voulant pas réveiller Lise. « Elle a dormi toute la nuit après les antidouleurs », j'ai murmuré, la gorge serrée. « Mais elle a toujours de la fièvre. » Le docteur Lacroix a hoché la tête, vérifiant le dossier de Lise. Les analyses sanguines préliminaires montrent des signes d'inflammation et certaines valeurs préoccupantes. Nous attendons toujours les résultats d'examen plus complets. Et qu'est-ce que cela signifie? J'ai demandé,
la gorge nouée par l'inquiétude. Cela signifie que nous devons continuer d'enquêter, a répondu le docteur Lacroix avec prudence. Élise a-t-elle dit autre chose à propos de son week-end? Avant que je ne puisse répondre, Lise a remué, ses yeux s'ouvrant lentement. Elle a eu l'air désorientée un instant avant de se concentrer sur moi. « Oh bonjour, ma chérie, j'ai dit, lui brossant les cheveux de son front. « Oh bonjour, maman, a-t-elle marmonné, puis elle a remarqué le docteur Lacroix. « Je suis toujours malade. »« Nous travaillons à te soigner, a dit le docteur Lacroix avec un sourire chaleureux. « Et que dirais-tu si nous faisions un petit dessin pendant que maman et moi parlons un instant ?» Elle a sorti un petit bloc-notes et des crayons de couleur de la poche de sa blouse, les posant sur le plateau de Lise. Lise a pris un crayon bleu et a commencé à dessiner sans enthousiasme. Dans le couloir, le docteur Lacroix a parlé à voix basse. « Madame Dubois, j'ai demandé une consultation avec le docteur Rebecca Mercier, notre spécialiste en protection de l'enfance. Elle passera dans la journée. » Mon cœur a fait un bond. Vous pensez que quelque chose est arrivé à Lise pendant ce week-end, n'est-ce pas? Nous devons explorer toutes les possibilités, a dit le docteur Lacroix doucement. Parfois, les enfants ont du mal à parler d'expériences troublantes, mais ils peuvent s'exprimer par l'art ou le jeu. Lorsque nous sommes retournés dans la chambre, Lise était intensément concentrée sur son dessin. J'ai jeté un coup d'œil au papier et j'ai senti mon sang se glacer. Lise avait dessiné une maison, non pas une cabane au bord d'un lac, mais une grande maison avec de nombreuses fenêtres. À l'intérieur, des figures sombres se profilaient, tandis qu'une petite silhouette blonde, clairement lise, était assise seule dans ce qui semblait être un coin. « Lise, j'ai demandé avec prudence. C'est là que tu es allée avec papa. » Lise a hoché la tête sans lever les yeux, ajoutant d'autres figures sombres à son dessin. « Je croyais que vous alliez camper, j'ai continué, essayant de garder ma voix stable. Papa a dit que nous irions d'abord chez son ami, Lise a dit doucement. Mais ensuite, nous sommes juste restés là-bas. Et qui sont toutes ces personnes sur le dessin, a demandé le docteur Lacroix, son ton conversationnel. Lise a haussé les épaules. Les amis de papa. Ils étaient bruyants et ils m'ont donné quelque chose de dégoûtant à boire qui m'a fait mal au ventre. Le docteur Lacroix et moi avons échangé un regard lourd de préoccupation. « Et qu'est-ce qu'ils t'ont donné à boire, ma chérie ?» j'ai demandé, mon cœur s'emballant. « Je ne sais pas. C'était dans une tasse spéciale. Ils ont dit que ça m'aiderait à dormir parce que j'étais trop bruyante. » Le crayon de Lise est passé à une nouvelle feuille de papier. « Je peux dessiner autre chose maintenant ?» Avant que l'une de nous ne puisse répondre, Thierry, l'infirmier, est apparu à la porte. « Docteur Lacroix, les résultats des tests que vous attendiez sont prêts. »« Je reviens tout de suite, » a assuré le docteur Lacroix à moi. Thierry restera avec Lise quelques minutes. Dans le couloir, j'ai remarqué une femme qui nous observait, une trentaine d'années, habillée professionnellement, avec des yeux bienveillants et une tablette à la main. Alors que le docteur Lacroix se hâtait vers le poste des infirmières, la femme s'est approchée de moi. « Madame Dubois, » a-t-elle dit, me tendant la main, « je suis le docteur Rebecca Mercier. Je comprends que votre fille ne se sente pas bien. Le docteur vous a demandé, » j'ai dit, comprenant enfin. Vous êtes la spécialiste de la protection de l'enfance. Le docteur Mercier a hoché la tête. J'aide les enfants à communiquer sur les expériences difficiles. Serait-il possible que je passe un peu de temps avec Lise? À ce moment-là, le docteur Lacroix est revenu, son expression grave alors qu'elle nous faisait signe, moi et le docteur Mercier, de la rejoindre dans une petite salle de consultation. Le sérieux dans ses yeux a fait battre mon cœur à tout rompre. Le rapport de toxicologie est revenu, a dit le docteur Lacroix doucement. Lise a des traces d'un sédatif sur ordonnance dans son système, un que n'aurait jamais dû être administré à un enfant de son âge sans supervision médicale stricte. J'ai senti la pièce tourner autour de moi. Vous êtes en train de dire que quelqu'un a drogué ma fille. Les regards échangés entre les deux docteurs m'ont dit que le cauchemar ne faisait que commencer. Mon monde s'était effondré et la salle de consultation me semblait trop petite,
les lumières fluorescentes trop vives, écrasantes. Je serrais le bord de ma chaise pendant que le docteur Lacroix expliquait les résultats des tests avec des mots mesurés et prudents. Le sédatif que nous avons trouvé n'est pas typiquement prescrit aux enfants de l'âge de Lise, a-t-elle dit. Il peut provoquer des effets secondaires importants, y compris les douleurs abdominales qu'elle ressent. Ce qui est préoccupant, c'est de savoir comment ce médicament est entré dans son système. Le docteur Mercier prenait des notes sur sa tablette, son expression compatissante mais professionnelle. Madame Dubois, Lise a-t-elle mentionné autre chose concernant ce qu'elle a mangé ou bu pendant le week-end? J'ai secoué la tête, essayant de digérer cette nouvelle information. Elle a juste dit qu'il lui avait donné quelque chose pour la faire dormir. Je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un donnerait-il à un enfant un médicament non prescrit? C'est ce que nous devons découvrir, a répondu le docteur Mercier doucement. Avec votre permission, j'aimerais parler avec Lise en utilisant des techniques spécialisées conçues pour les enfants de son âge. Nous utilisons l'art, le conte et le jeu pour les aider à communiquer des expériences pour lesquelles ils n'ont peut-être pas les mots. J'ai hoché la tête, engourdi. Bien sûr, tout ce qui peut aider. Pendant que le docteur Mercier travaille avec Lise, j'aimerais discuter des prochaines étapes, a dit le docteur Lacroix. J'ai contacté le détective Bernard Martin de l'unité des victimes spéciales. Il est spécialisé dans les cas impliquant des enfants. La police, j'ai murmuré, la réalité de la situation me frappant de plein fouet. C'est vraiment en train d'arriver, n'est-ce pas? Le docteur Lacroix a tendu la main sur la table, touchant brièvement la mienne. Nous n'avons pas encore toutes les réponses, mais ce que nous savons, c'est que Lise a reçu une substance contrôlée sans autorisation médicale. Nous devons comprendre comment et pourquoi. Lorsque nous sommes retournés dans la chambre de Lise, nous avons trouvé Thierry, l'infirmier, assis avec elle, l'aidant à construire une petite tour avec des abaisse-langues. Lise a levé les yeux, son visage s'illuminant légèrement à ma vue. « Regarde ce que nous avons fait, maman, a-t-elle dit, pointant la structure bancale. « C'est merveilleux, ma chérie, j'ai dit, forçant un sourire. Voici le docteur Mercier. Elle aimerait jouer à quelques jeux avec toi pendant que je parle un peu plus avec le docteur Lacroix. Ça irait? Lise a étudié le docteur Mercier pensivement avant de hocher la tête. Tu aimes dessiner? Je fais un livre d'images. J'adore dessiner, a répondu le docteur Mercier chaleureusement. Je serais honoré de voir ton livre. Alors que je sortais dans le couloir avec le docteur Lacroix, un homme grand en costume anthracite s'est approché de nous. Son visage bienveillant avait l'air buriné de quelqu'un qui avait trop vu, mais qui n'avait pas perdu son humanité. Madame Dubois, je suis le détective Martin. Sa poignée de main était ferme mais douce. Je comprends que la situation est accablante, mais je suis là pour vous aider à obtenir des réponses. Je ne sais même pas quelles questions poser, j'ai admis, ma voix se brisant. Ma fille était censée aller camper avec son père, mais elle s'est retrouvée dans une maison avec des inconnus qui lui ont donné des drogues. Cela n'a aucun sens. Et commençons par ce que nous savons, a suggéré le détective Martin, nous guidant vers un coin tranquille de la salle d'attente familiale. Parlez-moi de l'accord de garde avec votre ex-mari. J'ai expliqué le divorce récent, la décision du juge d'accorder à Nathan des droits de visite le week-end, malgré mes préoccupations concernant ces changements de mode de vie depuis notre séparation. Il a commencé à fréquenter un nouveau cercle, des gens que je ne connaissais pas, j'ai expliqué. Il manquait des visites avec Lise, puis se présentait avec des cadeaux coûteux pour compenser. J'ai dit au juge que j'étais inquiète, mais Nathan a convaincu tout le monde que j'étais juste une ex-femme amère. Le détective Martin prenait des notes, posant occasionnellement des questions pour clarifier. Et connaissez-vous certains de ses amis par leur nom? Il a mentionné quelqu'un qu'il appelait Victor à quelques reprises. Je crois qu'ils travaillent ensemble. Notre conversation a été interrompue lorsque le docteur Mercier est apparu à l'entrée, son expression troublée. Madame Dubois, détective Martin, je pense que vous devriez voir ceci. Elle nous a ramenés à la chambre de Lise. Étalés sur le lit se trouvaient plusieurs dessins, chacun représentant la même grande maison avec plusieurs pièces.
Dans un dessin, des figures sombres tenaient de petites tasses. Dans un autre, une petite fille blonde était allongée sur un canapé tandis que des adultes se tenaient autour d'elle. Mais c'est le dernier dessin qui a fait s'arrêter mon cœur. Lise avait dessiné une carte, enfantine mais reconnaissable, montrant une maison sur une rue appelée rue des Chênes avec une grande boîte aux lettres bleues en forme de poisson. Lise se souvient de l'adresse, a dit le docteur Mercier doucement. Mais elle dit que c'est là que se trouve la maison avec les méchantes personnes. Le détective Martin a photographié chaque dessin avec son téléphone. Madame Dubois, a-t-il dit, sa voix portant maintenant le poids de la détermination professionnelle. Je dois contacter mon équipe immédiatement. Nous avons peut-être identifié un lieu d'intérêt majeur. Alors qu'il sortait pour passer l'appel, j'ai regardé ma fille, petite et vulnérable dans son lit d'hôpital, mais assez courageuse pour dessiner la vérité quand elle ne pouvait pas la prononcer. « Tu es en sécurité maintenant » j'ai murmuré, lissant les cheveux de Lise. « Je te le promets. » Mais alors que la voix urgente du détective Martin portait depuis le couloir, j'ai réalisé que nous ne faisions que commencer à découvrir la réalité troublante de ce qui s'était passé pendant ces 48 heures disparues. Le détective Martin travaillait avec une efficacité remarquable. Le soir même, il avait réuni une petite équipe dans une salle de conférence privée à l'hôpital. J'étais assise parmi eux, me sentant à la fois déplacé et désespérément nécessaire alors qu'ils discutaient du cas de ma fille. Nous avons identifié une propriété sur la rue des Chênes correspondant à la description de Lise, a expliqué le détective Martin, affichant des photos sur sa tablette. Elle est enregistrée au nom d'un certain Victor Lefebvre. Le nom m'a fait frissonner. C'est l'ami que Nathan a mentionné. Nous nous préparons à exécuter un mandat de perquisition, a continué Martin. Mais d'abord, nous devons comprendre le plus possible ce que Lise y a vécu. Le docteur Mercier a hoché la tête solennellement. Les enfants de l'âge de Lise ont souvent du mal à verbaliser les expériences traumatisantes, mais ils sont remarquablement observateurs. Les détails de ces dessins, la boîte aux lettres en forme de poisson, le nombre de fenêtres, même la couleur de la porte d'entrée suggèrent qu'elle se souvient avec clarté. Un léger coup à la porte nous a interrompus alors que Thierry, l'infirmier, passait la tête. Désolé d'interrompre, mais Lise demande sa maman. Elle semble anxieuse. J'ai trouvé Lise assise dans son lit, serrant Monsieur Moustache contre elle. Son petit visage s'est illuminé en me voyant. J'ai cru que tu étais parti, a chuchoté Lise. Jamais, j'ai promis, m'asseyant sur le bord du lit. Je suis là. Les yeux de Lise ont furtivement regardé vers l'entrée où le détective Martin se tenait, nous observant avec une expression douce. C'est qui cet homme, maman? Il est fâché contre moi. Non, ma chérie, je l'ai rassuré. C'est le détective Martin. C'est un policier qui aide les enfants. Il pense que tu es très courageuse. Martin s'est approché lentement, s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de Lise. Bonjour, Lise. J'adore tes dessins. Ils nous aident à comprendre ce qui s'est passé dans cette maison. Lise l'a étudié attentivement. Vous allez trouver les gens effrayants. C'est mon travail, a dit Martin avec une confiance tranquille. Mais j'ai besoin de ton aide. Peux-tu être ma petite détective spéciale? Pour la première fois depuis son retour du week-end, Lise a souri. Juste un petit sourire, mais il a illuminé son visage. Comme à la télévision, avec un badge? Martin a plongé la main dans sa poche et a sorti un petit carnet vierge et un crayon. Exactement comme ça. Les détectives spéciaux remarquent des choses que les autres ne voient pas. Peux-tu me dire ce dont tu te souviens de l'intérieur de la maison? Des détails spéciaux? Le front de Lise s'est plissé de concentration. Il y avait un grand tableau d'un bateau dans le couloir et la cuisine avait des comptoirs qui brillaient. L'homme qui possède la maison, celui que papa appelait Vic, il avait une montre qui brillait dans le noir. Martin a échangé un regard significatif avec moi alors qu'il prenait des notes. Tu es une excellente observatrice, détective Lise. Plus tard, alors que Lise s'endormait, Martin m'a montré une annonce immobilière qu'il avait trouvée sur son téléphone. Là, visible en arrière-plan d'une photo,
se trouvait un grand tableau maritime accroché dans un couloir. Elle y était vraiment, j'ai murmuré, ma voix se brisant. Nous aurons des équipes de recherche sur la propriété dans l'heure, a promis Martin. Et quoi qu'il s'y soit passé, nous allons le découvrir. Alors que la nuit tombait sur l'hôpital, je tenais la main de ma fille endormie, observant le mouvement régulier de sa poitrine. Dehors, les véhicules de police se dirigeaient silencieusement vers la rue des Chênes, où des réponses attendaient dans une maison avec une boîte aux lettres bleues en forme de poisson. L'aube s'est levée sur l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye alors que je somnolais sur la chaise à côté du lit de Lise. Je me suis réveillé au doux toucher du docteur Lacroix sur mon épaule. Madame Dubois, a chuchoté le docteur. Le détective Martin est là pour faire le point. Dans le couloir, Martin avait l'air fatigué, mais concentré. Son costume était légèrement froissé par ce qui avait clairement été une longue nuit. Nous avons exécuté le mandat de perquisition à la résidence de Victor Lefebvre, a-t-il expliqué, me conduisant dans un coin tranquille. Le tout correspondait à la description de Lise. La boîte aux lettres en forme de poisson, le tableau maritime, même le comptoir en quartz qu'elle a appelé brillant en point. J'ai croisé les bras autour de moi. Et qu'avez-vous trouvé? Des preuves confirmant que Lise y était, a dit Martin avec prudence. Nous avons trouvé des médicaments sur ordonnance dans la maison, y compris le sédatif détecté dans le système de Lise. Il y avait de nombreux contenants d'alcool et des indicateurs que la maison est fréquemment utilisée pour des fêtes. Et Nathan, mon ex-mari, nous l'avons interrogé tôt ce matin. Son histoire présente des incohérences. L'expression de Martin s'est légèrement durcie. Il admet avoir emmené Lise chez Victor au lieu de camper, affirmant qu'il n'y était passé que brièvement. Face aux preuves qu'ils y sont restés tout le week-end, il a changé son histoire. Je me suis sentie nauséeuse. Là a-t-il expliqué pourquoi il a donné ce médicament à Lise. Il n'y avoir administré quoi que ce soit à Lise lui-même, suggérant qu'elle aurait pu trouver quelque chose ou qu'un des amis de Victor aurait pu lui donner quelque chose pour l'aider à dormir pendant leur fête samedi soir. La voix de Martin portait une colère contenue. Indépendamment de qui lui a physiquement donné le médicament, il a placé Lise dans cet environnement. Une fête? Ma voix a monté. Il a emmené notre fille de 6 ans à une fête d'adultes où des drogues étaient passées? Martin a hoché la tête sombrement. Nous avons déjà identifié plusieurs participants. Les mauvaises décisions de votre ex-mari ont mis Lise en danger, Madame Dubois. Nous montons un dossier pour mise en danger d'enfants et négligence. Notre conversation a été interrompue par Thierry qui se précipitait vers nous. Le docteur Lacroix a besoin de vous deux dans la chambre de Lise, maintenant. Nous nous sommes précipités pour retrouver le docteur Lacroix et le docteur Mercier avec Lise, qui était complètement réveillée et tenait un nouveau dessin. Son petit visage était animé alors qu'elle montrait les détails sur le papier. Je me suis souvenu d'autre chose, a-t-elle dit avec ferveur. La dame effrayante aux cheveux roux, c'est elle qui m'a donné la boisson dégoûtante. Elle a dit que c'était un médicament spécial parce que j'étais trop bruyante pendant leur fête d'adultes. Le docteur Mercier a pris le dessin avec précaution. Lise, c'est très utile. Peux-tu nous dire autre chose sur cette dame? Papa l'appelait Sophie, a dit Lise, se concentrant intensément. Elle avait des boucles d'oreilles scintillantes et un tatouage ici. Elle a pointé son poignet. J'ai senti le sol basculer sous mes pieds. Sophie, ma Sophie. Martin m'a regardé vivement. Vous connaissez cette personne? Sophie Lambert, ma meilleure amie depuis l'université. Ma voix m'a semblé lointaine. Elle m'a aidé à traverser tout le divorce. Elle garde Lise parfois quand je travaille tard. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Non seulement Nathan avait mis notre fille en danger, mais Sophie, l'amie en qui j'avais le plus confiance, était là, participant. J'ai besoin d'une description et des coordonnées, a dit Martin, son carnet prêt. Alors que je fournissais mécaniquement des détails sur Sophie, j'ai regardé Lise discuter plus confortablement avec le docteur Mercier, la résilience de l'enfant étant à la fois déchirante et inspirante. Nous trouverons toutes les personnes impliquées, a promis Martin doucement. Ce n'est plus seulement Nathan. Pour moi,
le monde avait de nouveau basculé. Le cercle de confiance que j'avais construit autour de ma fille avait été brisé non seulement par mon ex-mari, mais par quelqu'un que je considérais comme de la famille. Que se passe-t-il maintenant ? J'ai demandé, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Maintenant, a dit Martin avec une détermination tranquille, nous allons nous assurer que la justice soit rendue pour Lise. Dehors, la lumière du soleil matinal peignait le monde de teintes trompeusement paisibles. À l'intérieur, les pièces d'un puzzle troublant continuaient de s'assembler. Si vous êtes encore à l'écoute, cher auditeur, chère auditrice, veuillez m'aider en commentant le numéro ainsi dessous, pour que je sache que j'ai toujours des compagnons de route dans ce voyage. Votre présence est ma plus grande motivation pour raconter la dernière partie de cette histoire, celle de la reconstruction et de la justice. Les voix du cœur vous remercient de votre fidélité. Et la salle de consultation me semblait à nouveau petite, les lumières fluorescentes trop intenses. Je serrais le bord de ma chaise pendant que le docteur Lacroix expliquait les résultats des tests avec des mots mesurés et prudents. Le sédatif que nous avons trouvé n'est pas typiquement prescrit aux enfants de l'âge de Lise, a-t-elle dit. Il peut provoquer des effets secondaires importants, y compris les douleurs abdominales qu'elle ressent. Ce qui est préoccupant, c'est de savoir comment ce médicament est entré dans son système. Le docteur Mercier prenait des notes sur sa tablette, son expression compatissante mais professionnelle. Madame Dubois, Lise a-t-elle mentionné autre chose concernant ce qu'elle a mangé ou bu pendant le week-end ? J'ai secoué la tête, essayant de digérer cette nouvelle information. Elle a juste dit qu'il lui avait donné quelque chose pour la faire dormir. Je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un donnerait-il à un enfant un médicament non prescrit ? C'est ce que nous devons découvrir, a répondu le docteur Mercier doucement. Avec votre permission, j'aimerais parler avec Lise en utilisant des techniques spécialisées conçues pour les enfants de son âge. Nous utilisons l'art, le conte et le jeu pour les aider à communiquer des expériences pour lesquelles ils n'ont peut-être pas les mots. J'ai hoché la tête, engourdi. Bien sûr, tout ce qui peut aider. Pendant que le docteur Mercier travaille avec Lise, j'aimerais discuter des prochaines étapes, a dit le docteur Lacroix. J'ai contacté le détective Bernard Martin de l'unité des victimes spéciales. Il est spécialisé dans les cas impliquant des enfants. La police, j'ai murmuré, la réalité de la situation me frappant de plein fouet. C'est vraiment en train d'arriver, n'est-ce pas ? Le docteur Lacroix a tendu la main sur la table, touchant brièvement la mienne. Nous n'avons pas encore toutes les réponses, mais ce que nous savons, c'est que Lise a reçu une substance contrôlée sans autorisation médicale. Nous devons comprendre comment et pourquoi. Lorsque nous sommes retournés dans la chambre de Lise, nous avons trouvé Thierry, l'infirmier, assis avec elle, l'aidant à construire une petite tour avec des abaisse-langues. Lise a levé les yeux, son visage s'illuminant légèrement à ma vue. « Regarde ce que nous avons fait, maman, a-t-elle dit, pointant la structure bancale. « C'est merveilleux, ma chérie, j'ai dit, forçant un sourire. Voici le docteur Mercier. Elle aimerait jouer à quelques jeux avec toi pendant que je parle un peu plus avec le docteur Lacroix. Ça irait ? Lise a étudié le docteur Mercier pensivement avant de hocher la tête. Tu aimes dessiner ? Je fais un livre d'images. J'adore dessiner, a répondu le docteur Mercier chaleureusement. Je serais honoré de voir ton livre. Alors que je sortais dans le couloir avec le docteur Lacroix, un homme grand en costume anthracite s'est approché de nous. Son visage bienveillant avait l'air buriné de quelqu'un qui avait trop vu, mais qui n'avait pas perdu son humanité. Madame Dubois, je suis le détective Martin. Sa poignée de main était ferme mais douce. Je comprends que la situation est accablante, mais je suis là pour vous aider à obtenir des réponses. Je ne sais même pas quelle question poser, j'ai admis, ma voix se brisant. Ma fille était censée aller camper avec son père, mais elle s'est retrouvée dans une maison avec des inconnus qui lui ont donné des drogues. Cela n'a aucun sens. Et commençons par ce que nous savons, a suggéré le détective Martin, nous guidant vers un coin tranquille de la salle d'attente familiale. Parlez-moi de l'accord de garde avec votre ex-mari. J'ai expliqué le divorce récent, la décision du juge d'accorder à Nathan des droits de visite le week-end,
malgré mes préoccupations concernant ces changements de mode de vie depuis notre séparation. Il a commencé à fréquenter un nouveau cercle, des gens que je ne connaissais pas, j'ai expliqué. Il manquait des visites avec Lise, puis se présentait avec des cadeaux coûteux pour compenser. J'ai dit au juge que j'étais inquiète, mais Nathan a convaincu tout le monde que j'étais juste une ex-femme amère. Le détective Martin prenait des notes, posant occasionnellement des questions pour clarifier. Et connaissez-vous certains de ses amis par leur nom? Il a mentionné quelqu'un qu'il appelait Victor à quelques reprises. Je crois qu'ils travaillent ensemble. Notre conversation a été interrompue lorsque le docteur Mercier est apparu à l'entrée, son expression troublée. Madame Dubois, détective Martin, je pense que vous devriez voir ceci. Elle nous a ramenés à la chambre de Lise. Étalés sur le lit se trouvaient plusieurs dessins, chacun représentant la même grande maison avec plusieurs pièces. Dans un dessin, des figures sombres tenaient de petites tasses. Dans un autre, une petite fille blonde était allongée sur un canapé tandis que des adultes se tenaient autour d'elle. Mais c'est le dernier dessin qui a fait s'arrêter mon cœur. Lise avait dessiné une carte, enfantine mais reconnaissable, montrant une maison sur une rue appelée rue des Chênes avec une grande boîte aux lettres bleues en forme de poisson. Lise se souvient de l'adresse, a dit le docteur Mercier doucement. Elle dit que c'est là que se trouve la maison avec les méchantes personnes. Le détective Martin a photographié chaque dessin avec son téléphone. Madame Dubois, a-t-il dit, sa voix portant maintenant le poids de la détermination professionnelle. Je dois contacter mon équipe immédiatement. Nous avons peut-être identifié un lieu d'intérêt majeur. Alors qu'il sortait pour passer l'appel, j'ai regardé ma fille, petite et vulnérable dans son lit d'hôpital, mais assez courageuse pour dessiner la vérité quand elle ne pouvait pas la prononcer. Tu es en sécurité maintenant, j'ai murmuré, lissant les cheveux de Lise. Je te le promets. Mais alors que la voix urgente du détective Martin portait depuis le couloir, j'ai réalisé que nous ne faisions que commencer à découvrir la réalité troublante de ce qui s'était passé pendant ces 48 heures disparues. Et la salle de réunion du centre communautaire bourdonnait de conversations feutrées alors que les familles arrivaient une par une. Je m'étais assise près du devant, observant le détective Martin et la procureure Caroline Fournier disposer des documents sur une table. 10 jours s'étaient écoulés depuis la révélation de Sophie, et l'enquête avait pris une ampleur dramatique. Merci à tous d'être venus, a commencé Martin une fois que tout le monde fut assis. Je sais que ce n'est pas facile, mais en étant ici aujourd'hui, vous faites un pas important vers la justice et la guérison. J'ai balayé la pièce du regard. 7 autres parents, tous aussi sous le choc que moi la première nuit à l'hôpital. La plupart avaient des enfants de l'âge de Lise. Assise légèrement à l'écart se trouvait Jennifer Roussel, la mère de Max, qui m'a fait un hochement de tête hésitant en signe de reconnaissance. Comme vous le savez, a continué la procureure Fournier, Victor Lefebvre a été arrêté avec plusieurs complices. Les preuves récupérées à son domicile nous ont aidé à identifier 13 enfants qui ont potentiellement été exposés à des situations dangereuses dans sa résidence. Un murmure collectif a parcouru la pièce. Aujourd'hui, nous voulons vous exposer les prochaines étapes légales, vous présenter des ressources pour vos familles, et créer un réseau de soutien. Personne ne devrait affronter cela seul. Le docteur Mercier s'est avancé, sa présence calme apaisant immédiatement l'atmosphère anxieuse. Les enfants traitent les traumatismes différemment des adultes. Beaucoup d'entre vous ont signalé des changements de comportement chez votre enfant, des troubles du sommeil, une anxiété accrue, des plaintes physiques. Ce sont des réponses normales à des situations anormales. Elle a distribué des dossiers contenant des informations sur les services de thérapie pour enfants, les groupes de soutien et des stratégies pour aider les enfants à se sentir à nouveau en sécurité. Le facteur de guérison le plus puissant pour les enfants est d'avoir un adulte de confiance qui les croit et crée de la constance, a expliqué le docteur Mercier. Vous faites déjà le travail le plus important en étant ici. Pendant une courte pause, Jennifer Roussel s'est approchée de moi avec hésitation. Votre fille, c'est Lise, n'est-ce pas, a-t-elle demandé. Max parle d'elle. Il dit qu'elle a été gentille avec lui ce matin-là dans cette maison. J'ai hoché la tête. Lise a aussi mentionné Max.
Elle s'inquiétait pour lui. Les yeux de Jennifer se sont remplis de larmes. Je me sens tellement coupable. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait lors de ces rassemblements. Victor sortait avec ma sœur. Je pensais que c'était juste des adultes qui buvaient un verre. Nous avons toutes fait confiance aux mauvaises personnes, j'ai dit doucement. Alors que la réunion reprenait, Martin a expliqué comment les procédures légales se dérouleraient. Le cas de Victor ira probablement en jugement. Nathan et Sophie ont tous deux accepté des accords de plaidoyer en échange de leurs témoignages. Leur coopération a été essentielle pour monter notre dossier. Après, alors que les gens s'attardaient pour parler avec les différents professionnels, Éléonore est apparue à mes côtés. Bien qu'elle ne soit pas directement impliquée, elle m'avait conduite à la réunion du centre communautaire et avait attendu patiemment. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé. « Mieux que ce à quoi je m'attendais », j'ai admis. Il y a quelque chose de puissant à ne pas être seul là-dedans. Éléonore a hoché la tête sagement. Les communautés guérissent ensemble. Il en a toujours été ainsi. Alors que nous nous préparions à partir, Jennifer s'est approchée de nouveau, cette fois avec une proposition. Certains d'entre nous pensaient à commencer une réunion café hebdomadaire. Juste des parents qui se soutiennent mutuellement. Seriez-vous intéressés? Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti un sourire sincère se former sur mes lèvres. J'aimerais beaucoup. En rentrant à la maison, Éléonore a remarqué le changement dans mon attitude. Quelque chose a changé pour toi aujourd'hui. J'ai regardé les rues familières de notre quartier défiler, pensant à Lise qui m'attendait à la maison avec Thierry, qui avait gentiment proposé de faire du babysitting. J'étais tellement concentré sur la protection de Lise que j'ai oublié quelque chose d'important, j'ai dit. Nous ne sommes pas seulement des survivantes, nous sommes des reconstructrices. Alors que le soir tombait sur le quartier des Érables, un nouveau réseau de soutien était en train de se former. Des parents unis par un traumatisme partagé, mais déterminés à créer quelque chose de plus fort à partir des morceaux brisés. Le chemin à parcourir restait difficile, mais personne ne le ferait seul. Et la lumière dorée du matin filtrait à travers les fenêtres du tribunal alors que je redressais le col de la robe bleue de Lise. Aujourd'hui marquait l'audience préliminaire dans l'affaire Victor Lefebvre. Et bien que Lise ne témoignerait pas, sa présence dans le bâtiment était requise pour d'éventuelles questions du juge en chambre. « Tu te souviens de ce que nous avons répété ?» j'ai demandé doucement. « Tu resteras avec le docteur Mercier dans la salle d'attente spéciale avec les jouets et les livres. » Lise a hoché la tête, serrant Monsieur Moustache, qui avait obtenu une permission spéciale pour l'accompagner. « Et si j'ai peur, je peux le serrer 3 fois et compter mes respirations. » C'est ça, ma chérie. J'ai embrassé son front. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Éléonore nous avait accompagnés pour un soutien moral et resterait avec Lise pendant que je témoignerais. Alors que nous approchions de la salle d'audience, le détective Martin nous a rencontrés dans le couloir. « Bonjour, Lise » a-t-il dit, s'agenouillant à sa hauteur. « Merci d'être venu nous aider aujourd'hui. » Lise lui a fait un signe de tête solennel. « Max est là aussi ? » Il arrivera bientôt, a confirmé Martin. Sa maman a pensé que ce serait bien si vous pouviez vous asseoir ensemble dans la salle d'attente. Ça irait ? Le visage de Lise s'est illuminé. Oui, je peux lui montrer mon carnet de courage. Après avoir installé Lise avec Éléonore et Rebecca dans la zone d'attente des enfants, j'ai suivi Martin vers la salle d'audience. Juste devant les portes, nous avons rencontré Jennifer Roussel arrivant avec Max, qui portait en effet des lunettes et un t-shirt de super-héros. Les enfants ont échangé de timides saluts tandis que les adultes conféraient brièvement. « Vous êtes prêtes ?» a demandé Martin aux 2 femmes. J'ai pris une profonde inspiration. Aussi prête que je pourrais l'être. La salle d'audience semblait caverneuse et froide malgré la chaleur estivale dehors. Victor Lefebvre était assis à la table de la défense, son costume coûteux et sa posture confiante contrastant nettement avec les épaules voûtées de Nathan, 3 rangs derrière. Nos regards se sont croisés brièvement. Ceux de Nathan étaient remplis de honte. Les miens, d'une résolution déterminée.
La procureure Fournier m'avait préparé à ce à quoi m'attendre, mais rien n'aurait pu me préparer à l'agressivité de l'interrogatoire de l'avocat de la défense. Chaque aspect de mon rôle de mère a été passé au crible. Chaque décision concernant le divorce disséquée. Aviez-vous des préoccupations concernant l'éducation de votre ex-mari avant cet incident, a insisté l'avocat de la défense. J'avais des préoccupations concernant ces changements de mode de vie, j'ai répondu avec calme. Mais je n'ai jamais imaginé qu'il mettrait notre fille en danger. Alors, vous avez volontairement permis à votre fille de partir avec lui malgré ses préoccupations? J'ai suivi le calendrier de visite ordonné par le tribunal, j'ai expliqué, gardant mon sang-froid malgré l'implication que je partageais la faute. Je croyais que maintenir une relation avec son père était important. Pendant près de 2 heures, j'ai enduré des questions destinées à saper ma crédibilité et à détourner l'attention des actions de Victor. Le sacrifice de ma vie privée, de mes émotions mises à nu dans ce forum public, était le prix à payer pour rechercher la justice pour Lise. Quand Jennifer a pris la barre après moi, nos yeux se sont rencontrés dans un moment de solidarité. Le même processus épuisant serait répété. Une autre mère exposant l'expérience douloureuse de sa famille au service d'une vérité plus grande. Pendant une brève pause, je me suis glissé dans la zone d'attente des enfants. Lise et Max étaient assis à une petite table, leurs têtes penchées l'une vers l'autre sur des dessins, tandis qu'Éléonore veillait depuis une chaise voisine. Ils sont devenus de grands amis, a chuchoté Éléonore. Ils ont comparé leurs préférences de super-héros pendant la dernière heure. La vue de Lise, engagée, souriante, en train de guérir, m'a fortifié pour le reste de l'audience. Lorsque je suis retourné dans la salle d'audience, j'ai remarqué Nathan qui me regardait avec une expression indéchiffrable. La décision du juge est tombée tard dans l'après-midi. Victor Lefebvre serait jugé pour de multiples chefs d'accusation graves. La libération sous caution a été refusée en raison d'un risque de fuite et d'un danger potentiel pour la communauté. Alors que nous rassemblions nos affaires pour partir, la procureure Fournier s'est approchée avec des nouvelles. Les preuves d'aujourd'hui étaient convaincantes, a-t-elle dit. Et si convaincantes que 3 autres familles se sont manifestées après avoir suivi les débats. Cette affaire prend de l'ampleur. Olivia, ce que vous avez fait aujourd'hui, ce que vous avez sacrifié, cela compte. Devant le tribunal, les feuilles d'automne tourbillonnaient dans la brise alors que Lise et Max se disaient au revoir, promettant de se retrouver plus tard dans la semaine au groupe de thérapie pour enfants. J'ai été utile aujourd'hui, maman, a demandé Lise alors que nous marchions vers la voiture. J'ai serré la main de ma fille. Plus que tu ne peux l'imaginer, ma chérie. Plus que tu ne peux l'imaginer. Les semaines qui ont suivi l'audience préliminaire ont apporté un nouveau rythme étrange à ma vie et à celle de Lise. L'automne s'est approfondi autour de nous, les feuilles recouvrant le jardin d'Éléonore où Lise passait maintenant de paisibles après-midi à apprendre à entretenir les plantes. 2 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique à l'hôpital. Et tandis que les procédures légales poursuivaient leur lente marche, la guérison avait commencé à prendre racine de manière inattendue. Ce samedi matin particulier, je regardais depuis la cuisine d'Éléonore ma fille tasser soigneusement la terre autour d'un petit bulbe, suivant les douces instructions de la vieille dame. Les tulipes dorment pendant l'hiver, expliquait Éléonore, rassemblant leurs forces sous terre. Puis quand le printemps arrive, surprise, elles éclatent avec de belles couleurs. Mais comme un super-héros avec une identité secrète, a suggéré Lise, son imagination se connectant comme toujours à ses personnages de bande dessinée adorés. Éléonore a ri. Exactement comme ça. La sonnette a interrompu mes observations. Ouvrant la porte d'entrée, j'ai trouvé le détective Martin sur le porche, son expression plus détendue que je ne l'avais jamais vue. Bonne nouvelle, a-t-il dit sans préambule. Victor Lefebvre a accepté un accord de plaidoyer. Un soulagement m'a envahi. Donc, il n'y aura pas de procès. Pas pour Victor. Il risque une peine de prison importante, mais sa coopération signifie que les enfants n'auront pas à témoigner. Martin est entré à mon invitation. Son témoignage a conduit à 3 arrestations supplémentaires, des personnes plus haut placées dans le réseau de distribution de drogue sur ordonnance. Et Nathan, j'ai demandé doucement.
Sa condamnation est prévue pour lundi. L'accord de plaidoyer comprend des cours parentaux obligatoires, des conseils, et des visites supervisées seulement si et quand le tribunal des affaires familiales le jugera approprié. J'ai traité cette information en silence. La question du rôle éventuel de Nathan dans la vie de Lise restait compliquée. Bien que je ne puisse pas imaginer lui faire confiance à nouveau, je reconnaissais aussi que rompre définitivement la relation père-fille comportait ses propres conséquences. Il y a autre chose, a continué Martin. Jennifer Roussel a appelé ce matin. Elle organise un petit rassemblement demain, juste les familles impliquées dans l'affaire, une sorte de célébration de clôture. Elle espérait spécifiquement que Lise et Max pourraient passer du temps ensemble. Par la fenêtre, je pouvais voir Lise rire en arrosant accidentellement Éléonore avec le tuyau d'arrosage. Le son, si naturel, si insouciant, avait été absent trop longtemps. Je pense que nous aimerions cela, j'ai décidé. Ce soir-là, après que Lise fut couchée, je me suis assise sur ma balançoire de porche avec une tasse de thé, relisant le dernier rapport du docteur Mercier sur les progrès de Lise. Les cauchemars avaient diminué de manière significative, et Lise avait commencé à parler plus ouvertement de ses sentiments pendant les séances de thérapie. « Ça te dérange si je me joins à toi ?» a demandé Éléonore, apparaissant avec sa propre tasse fumante. « Je t'en prie » j'ai répondu, lui faisant de la place sur la balançoire. Nous nous sommes assis en silence, écoutant le vent bruire à travers les arbres. « Lise m'a posé une question intéressante aujourd'hui » a finalement dit Éléonore. Elle voulait savoir si les mauvaises personnes peuvent redevenir bonnes. Mon cœur s'est serré. Et qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit que les gens sont comme des jardins. Parfois, ils se remplissent de mauvaises herbes et demandent beaucoup de travail. Certains choisissent de faire ce travail difficile et certains ne le font pas. Éléonore a siroté son thé pensivement. Elle pensait à son père. Je ne sais pas si Nathan peut changer, j'ai admis. Moi non plus, a dit Éléonore doucement. Mais je pense qu'il est remarquable que Lise ait encore de la place dans son cœur pour se poser la question. Plus tard cette nuit-là, incapable de dormir, je me suis retrouvé assise sur le bord du lit de Lise, regardant le mouvement paisible de la poitrine de ma fille. Monsieur Moustache était serré fermement dans un bras, tandis que son autre main était ouverte, comme si elle cherchait quelque chose, même dans son sommeil. Demain apporterait le rassemblement des familles, des personnes liées par des circonstances difficiles, mais avançant ensemble. Lundi apporterait la condamnation de Nathan et une autre étape vers la résolution. L'avenir au-delà de cela restait à écrire. Alors que je quittais doucement la pièce, j'ai remarqué le dernier dessin de Lise sur la table de nuit. Il montrait un jardin avec des fleurs de toutes tailles et couleurs. Certaines pleinement écloses, d'autres commençant tout juste à émerger du sol. Dans le coin, de l'écriture améliorée de Lise, elle avait écrit « Tout le monde grandit à son propre rythme ». À la veille de tant de changements, dans ce moment de calme, j'ai trouvé une paix inattendue dans la sagesse de ma fille. Le jardin du centre communautaire bourdonnait d'une joie prudente alors que les familles se rassemblaient sous une canopée de feuilles d'automne. Des enfants se poursuivaient autour de pancartes faites à la main qui disaient « Guérir ensemble et grandir plus fort ». Tandis que les parents échangeaient des regards complices, la compréhension tacite d'une expérience partagée les unissait. Lise et Max étaient devenus inséparables, leur amitié forgée dans la récupération mutuelle. Ils étaient assis à une petite table de pique-nique, la tête penchée sur un jeu de société, éclatant occasionnellement de rires joyeux qui arrachaient des sourires aux adultes qui les observaient. « C'est remarquable » a dit Jennifer, me rejoignant à la table des rafraîchissements. Il y a 2 mois, Max parlait à peine. Maintenant, regardez-le. J'ai hoché la tête, regardant ma fille expliquer avec assurance les règles du jeu à un autre enfant qui s'était approché. Ils nous apprennent la résilience. Notre conversation a été interrompue par l'arrivée du détective Martin. Il a traversé le rassemblement avec détermination, s'arrêtant pour échanger quelques mots avec la procureure Fournier avant de s'approcher de moi et Jennifer. « Je m'excuse d'apporter des affaires à cette célébration » a-t-il dit doucement. « Mais il y a un développement dont vous devriez être au courant. » Il nous a guidés vers un coin tranquille du jardin, loin des oreilles curieuses.
Nathan a demandé à faire une déclaration lors de sa condamnation demain, spécifiquement adressée à vous deux et aux autres parents. L'expression de Jennifer s'est durcie. Et qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir à dire? Il affirme détenir des informations sur d'autres enfants qui auraient pu être exposés à des situations similaires via le réseau de Victor. Des familles que nous n'avons pas encore identifiées. Mon cœur s'est emballé. Mais pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Pourquoi ne pas partager cela pendant l'enquête? Son avocat dit qu'il avait peur d'accusations supplémentaires, a expliqué Martin. L'accord de plaidoyer est finalisé, donc il n'y a aucun avantage légal à cette divulgation. Il semble que ce soit un remords sincère. Le poids de cette révélation s'est abattu sur nous alors que nous regardions nos enfants jouer. En sécurité maintenant, mais avec la connaissance que d'autres pourraient ne pas l'être. De quoi avez-vous besoin de notre part? J'ai finalement demandé. Votre présence à la condamnation est volontaire, nous a assuré Martin. Mais Nathan a spécifiquement demandé si vous seriez prête à l'écouter. Jennifer et moi avons échangé des regards, une communication tacite passant entre nous. Nous serons là, a décidé Jennifer, et j'ai hoché la tête en signe d'accord. Non pas pour lui, mais pour ses autres enfants. La célébration a continué autour de nous, mais mon esprit était maintenant fixé sur la confrontation de demain. Les mots de Nathan apporteraient-ils une clôture ou simplement rouvriraient-ils des blessures? Quelles informations pourrait-il éventuellement fournir qui justifieraient le mal déjà fait? Alors que le soir approchait, les familles ont commencé à partir avec de chaleureuses étreintes et des promesses de rester en contact. Lise et Max ont exécuté une poignée de main secrète élaborée avant de se séparer. Leur lien, un témoignage de la capacité des enfants à se connecter même après un traumatisme. En rentrant à la maison, Lise serrait une petite plante en pot, un cadeau de Jennifer. Max dit que si on en prend soin tout l'hiver, elle aura de belles fleurs au printemps, a-t-elle expliqué avec ferveur. Cela demande de la patience et de la constance, j'ai noté, regardant ma fille dans le rétroviseur. Lise a hoché la tête sérieusement. Je peux faire ça maintenant. Le docteur Mercier dit que j'apprends d'excellentes compétences d'adaptation en point. Ce soir-là, alors que je me préparais au défi émotionnel à venir, j'ai trouvé de la force dans la sagesse simple de ma fille, patience, constance, et l'anticipation pleine d'espoir de quelque chose de beau émergeant d'une saison difficile. Demain apporterait une confrontation nécessaire, non seulement avec Nathan, mais avec la douloureuse vérité que l'histoire de notre famille faisait partie d'un schéma plus large qui continuait d'affecter d'autres. La soirée était lourde d'anticipation, mais aussi de sens. Le tribunal est devenu silencieux alors que Nathan se levait pour faire sa déclaration. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce week-end fatidique où Lise était rentrée à la maison changée. Maintenant, en ce matin d'hiver, j'étais assise à côté de Jennifer et des autres parents, unis dans notre quête de clôture. Ce que j'ai fait est impardonnable, a commencé Nathan, sa voix dépouillée de son ancienne confiance. J'ai mis ma fille en danger pour impressionner des gens qui ne se souciaient pas de son bien-être. J'ai trahi la confiance la plus sacrée. Il a expliqué comment le réseau de Victor s'étendait au-delà de notre communauté, révélant des lieux et des noms qui ont fait que le détective Martin a discrètement quitté la salle d'audience pour passer des appels urgents. Je ne peux pas annuler le mal que j'ai causé, a conclu Nathan. Mais peut-être que ces informations peuvent empêcher d'autres enfants de souffrir. Le juge a prononcé une sentence qui équilibrait la justice et la réhabilitation. Les visites supervisées ne seraient envisagées qu'après une thérapie approfondie et des cours parentaux. Devant le tribunal, des flocons de neige tombaient doucement autour de nous tandis que Jennifer et moi marchions ensemble. C'est enfin fini, a dit Jennifer doucement. L'affaire j'ai concédé. Mais la guérison continue. Le printemps est arrivé avec une grâce inattendue. Dans le jardin d'Éléonore, Lise s'est agenouillée près du lit de tulipe où, des mois plus tôt, elle avait planté des bulbes. Pendant la nuit, les premières pousses vertes avaient percé la terre. Regarde, maman, s'écria-t-elle avec excitation. Elles se sont souvenues de pousser. J'ai souri à l'émerveillement de ma fille. Les mois passés avaient apporté des changements remarquables. Les cauchemars de Lise avaient cessé.
Ces séances de thérapie se concentraient désormais sur le renforcement plutôt que sur le traitement du traumatisme. Le groupe de soutien des parents s'était étendu pour aider d'autres familles en crise, Jennifer et moi assumant un rôle de leadership. Le plus surprenant était la résilience de Lise. Elle abordait la vie avec une curiosité et une joie renouvelées, ses expériences la façonnant sans la définir. Tout grandit à son propre rythme, rappela Éléonore en les observant dans le jardin qui s'éveillait, même la guérison. Alors que le soleil de l'après-midi baignait le jardin en éveil, je regardais ma fille toucher doucement les jeunes pousses vertes. Les mêmes mains qui avaient dessiné des images révélant la vérité. Le même esprit qui avait trouvé le courage dans l'obscurité. Nous avons traversé l'hiver, dit Lise, faisant écho à la leçon d'Éléonore des mois auparavant. Oui, acquiesçai-je, serrant ma fille contre moi. Tout comme tes tulipes, nous avons rassemblé nos forces tout au long du chemin. Cette histoire, celle de Lise et de moi-même, nous murmure bien des choses. L'amour parental, s'il est un bouclier indéfectible, exige aussi une humilité constante et une responsabilité morale inébranlable. Il nous rappelle qu'aucune ambition personnelle, aucune quête d'appartenance, ne peut justifier de compromettre l'innocence et la sécurité de ceux que l'on est censé protéger. La véritable force d'un parent ne réside pas dans la perfection, mais dans la sagesse d'écouter son intuition et le courage de reconnaître ses failles, pour le bien-être de l'enfant avant tout. Lise, avec ses dessins silencieux et ses questions simples, nous montre le chemin du courage face à l'adversité. Elle nous apprend que la vérité, même lorsqu'elle est difficile à exprimer, est le premier pas vers la guérison et la restauration d'un amour véritable. C'est en faisant face aux ombres qu'un enfant apprend à aimer avec une authenticité inébranlable, à faire confiance à son propre ressenti et à chercher la lumière, même quand le monde des adultes semble s'obscurcir. Au cœur de cette épreuve, l'éclat de la vérité et la force de la conscience ont percé les ténèbres. Cette histoire illustre que, même au sein d'une société parfois complexe et indifférente, il existe une soif inaltérable de justice et une capacité profonde à l'empathie. Elle nous rappelle que l'indifférence est souvent le terreau du mal, mais que la lumière d'un seul témoignage, d'une seule main tendue, peut éveiller les consciences, démanteler les tromperies et prouver que la quête de la vérité demeure le fondement le plus solide d'une humanité digne de ce nom. Et c'est dans la résilience des plus petits, et la solidarité des cœurs blessés, que l'on trouve la plus belle promesse de renouveau. L'histoire d'Olivia Dubois, de Lise, et de toutes les familles qui ont trouvé la force de se relever, s'achève ici. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs, chères auditrices, de la décision d'Olivia? Auriez-vous agi différemment à sa place, face à cette trahison, à cette quête de justice? N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos sentiments dans la section des commentaires. Je lis toujours chacun de vos mots, avec le cœur. Si cette histoire vous a touché, vous a fait réfléchir ou vous a procuré une émotion particulière, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager avec quelqu'un que vous savez sensible à ces récits de vie, et bien sûr, de vous abonner à la chaîne Les Voix du Cœur pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire et qui sait, la prochaine fois, c'est peut-être vous qui nous raconterez la vôtre.